Soyez tous les bienvenus. On a 1 heure et demie ensemble environ et on a pas mal de choses à vous dire. Donc, je vous laisse bien vous installer, prendre une grande respiration et faire ce qu'il faut pour mettre les problèmes de votre vie courante de côté. Euh, je vais commencer par quelques mots au sujet du cadre dans lequel on va faire cette présentation. Euh, je vais, vous inviter à couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole, de manière à ce que il y a pas il y ait le moins de parasites audio possible. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser à la fin de chaque présentation de Radija et de Pierre. Donc, n'hésitez pas à lever la main à l'aide du petit bouton qui est en bas de votre écran. On vous donnera la parole tour à tour. Pour les gens d'ailleurs qui sont bloqués, qui ne peuvent pas prendre la parole, mais qui auraient vraiment des questions importantes à poser pour eux, il y a 2 autres manières de procéder. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou nous écrire un mail. Et l'adresse que je vous invite à utiliser, c'est secrétariat.cfs@gmail.com. Si Thomas, tu veux bien remettre cette adresse-là dans le mail, dans le chat, ça m'aiderait. Vous pouvez, si jamais vous perdez cette adresse, aller sur le site internet du CFS, donc c'est sociocratie-france.fr, et là, vous avez une rubrique contact sur laquelle vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Euh, voilà, donc la dernière information de cadre que j'ai à vous donner, c'est qu'on aimerait prendre une photo de nous tous. Donc, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont coupé leur vidéo et je les en remercie pour économiser de la bande passante et sauver la planète. Et pour la vidéo, si vous êtes OK, vous pouvez la remettre. Si vous vous opposez à la vidéo, laissez juste votre vidéo coupée ou dites-le nous dans le chat si ça vous pose un souci. Voilà, la photo, je propose qu'on la prenne un peu plus tard, de manière à ce qu'on puisse rester dans l'énergie du démarrage. Alors, je voudrais maintenant vous présenter les 2 intervenants et je vais commencer par Radija qui est en bleu avec son chemisier. Donc, Radija a travaillé une dizaine d'années dans des ONG. Elle est actuellement, elle met son expertise au service des organisations de solidarité des organismes de solidarité locale ou internationale. Elle veut œuvrer pour le changement de management et de gouvernance afin de tendre vers une société qui soit plus juste et plus inclusive. Actuellement, Radija a cofondé le cabinet FICEL, FICEL, FIC pour fédérer, inclure et changer. Et elle a gardé plusieurs engagements associatifs militants. L'un d'entre eux est celui d'une association pour les demandeurs d'asile qui ont été déboutés de leur demande. Pierre Tavernier, lui, est consultant et formateur en organisation et management. Il a commencé sa carrière par l'éducation populaire, la culture et l'industrie dans laquelle il a travaillé pendant une vingtaine d'années. En 2003, il a fondé AT Conseil. Thomas, je te laisse mettre l'adresse mail du site de Pierre dans le chat, si tu veux bien. Et AT Conseil œuvre pour la gouvernance, enfin, changer la gouvernance et le management de manière à de manière à ce que ça soit plus éthique, coopératif et performant pour les organisations. Lui, ce qu'il passionne, Pierre, c'est les organisations collaboratives et l'intelligence collective. Actuellement, Pierre est président du CFS, donc le Centre français de sociocratie, dont nous sommes tous les 4 adhérents. Et il est consultant accrédité à la méthode Belbin des rôles en équipe. Voilà, voilà. Alors, notre webinaire sera sur la gouvernance associative.
C'est un sujet qui a émergé dans le Centre français Sociocratie, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants qui s'occupent d'associations. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter rapidement le CFS. C'est une association à but non lucratif qui veut promouvoir la sociocratie comme mode de gouvernance des organisations. Elle est constituée à 100% de bénévoles. On est actuellement entre 30 et 40. Et elle est à plus de 50% constituée de professionnels engagés pour le changement de gouvernance et de management des organisations, que ce soit des consultants ou des formateurs. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit concernant le CFS. J'ai planté le cadre. Je vais vous citer les 3 présentations qu'on va faire. La première, c'est celle de Pierre, qui va durer quelques minutes. C'est simplement pour vous planter les bases de ce que c'est la sociocratie et la gouvernance. La deuxième, c'est Radija qui prendra la parole. Ce sera un peu plus long, ce sera sur les spécificités de la gouvernance associative. Et la dernière, c'est Pierre à nouveau, qui vous parlera de la cohérence entre valeurs et fonctionnement d'une organisation. Je crois que je vous ai tout dit là. Et maintenant, place, je crois, au présentateur. Et Pierre, à toi la parole. Ah oui, pardon. Ah oui, oui. Bah oui, ah oui, excusez-moi, j'allais oublier. Donc, Radija nous a concocté un petit sondage, s'il vous plaît. Répondez-y, ça va vous prendre 1 minute. C'est pour un peu savoir dans quelle énergie vous êtes en arrivant chez nous. Et puis, peut-être aussi, le temps que vous répondez, vous dire qu'entre chacune de nos interventions à Pierre et moi, on a prévu un temps d'échange. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit assez interactif. Soit vous pourrez poser vos questions dans le chat, soit lever la main. Du coup, peut-être, est-ce que je peux me permettre de juste commenter les réponses? Alors, je crois que ce n'est pas fini encore. Ouais, On tu est, veux le faire? Tu veux on le est faire? 12. Enfin, non, attends, il y a 13. 6, 12 participants. Ouais. Là, j'ai 10 réponses. C'est bon parce que moi, il me compte aussi dans les participants. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord, ok, cool. Vas-y, Radija. Je mets fin aux résultats, partager les résultats. Donc, on voit que vous êtes à 80% à être curieux d'en apprendre plus sur la sociocratie. Ça nous ravit. 10% galère dans son association et a besoin d'outils. Et une personne semble n'avoir rien à faire ce matin. Donc, voilà, bienvenue. Et par rapport à votre rapport au monde associatif, donc 100% d'entre vous sont adhérents ou bénévoles à une ou plusieurs associations et 30% usagers d'une ou plusieurs associations. Ok, et ben, ça nous donne juste une idée de qui vous êtes, à défaut de pouvoir échanger plus longuement. Merci. Et ben, Pierre, je crois que c'est à toi. OK. Alors, je vais essayer d'être simple pour commencer. Donc, aujourd'hui, nous nous penchons sur l'alliance ou la cohérence entre la méthode sociocratique de gouvernance et le monde associatif. La méthode sociocratique de gouvernance, qu'on appelle communément sociocratie, mais c'est un peu un abus de langage. Thomas aime bien dire qu'il y a plein de sociocraties, puisque le mot a été inventé par Auguste Comte. Donc, la méthode sociocratique de gouvernance, les Américains l'appellent la gouvernance dynamique. En fait, c'est une méthode de gouvernance et ça nous invite d'abord à distinguer qu'est-ce que c'est la gouvernance. La gouvernance, si on prend la définition la plus classique de la norme ISO, c'est le système par lequel une organisation prend des décisions et les applique en vue d'atteindre ses objectifs. Voilà. Donc la gouvernance, ça n'est pas comme on l'entend parfois,
le conseil d'administration d'une association, hein, ceux qui décident, c'est la manière dont on décide. Et ça n'est pas non plus le management. Hein. Hindenburg dit que en sociocratie, le style de management n'a pas d'importance. En fait, il peut varier. Ce sont les règles qu'on se donne pour décider qui sont importantes et qui font la méthode de gouvernance. Voilà. Donc, c'est bien de gouvernance dont il s'agit. Alors, pour faire très simple, j'ai envie de dire la méthode sociocratique de gouvernance, c'est une approche systémique de la gouvernance qui a été formalisée par un ingénieur, chef d'entreprise, dans les années 1970 en Hollande. Ce monsieur s'appelle Gerard Hindenburg. Voilà. Il a hérité d'une entreprise d'électromécanique de ses parents. Et la question qu'il s'est posée, c'est comment je peux rendre mon entreprise capable de s'auto-organiser. Alors, la notion d'auto-organisation, c'est une notion extrêmement complexe sur laquelle on écrit beaucoup de livres. Je vais essayer d'être simple. Et pour être simple, je vais commencer par vous lire ce que Hindenburg écrit avec John Buck sur la question. Il dit « Nous considérons un groupe d'individus au travail comme auto-organisés s'ils travaillent en équipe sur la base d'une entente mutuelle et sans directive venant de l'extérieur. » Voilà. L'auto-organisation, on peut dire, c'est la capacité d'un système et de chacun de ses sous-ensembles de faire évoluer son fonctionnement de façon autonome, sans attendre que du dessus ou d'ailleurs ou de quelque part lui viennent des consignes, hein, pour continuer à atteindre son objectif, à poursuivre son objectif et adapter son fonctionnement en prenant en compte les changements qui peuvent intervenir soit à l'intérieur du système, soit à l'extérieur. Voilà. Donc, l'intention de la sociocratie, c'est permettre à une entreprise collective, quelle que soit sa forme et son objet, de s'auto-organiser. Et pour ça, Hindenburg a considéré que le moyen pour le faire, c'était de changer les règles et les lieux de décision. Et donc, il a posé comme règle générale que pour toute décision qui modifie durablement les buts, le fonctionnement ou l'organisation du travail d'une équipe ou d'une organisation, globalement, c'est le nous qui décide, d'où le mot sociocratie, le gouvernement des associés, des gens qui ont quelque chose en commun. Et il a construit 4 règles qu'on appelle les règles de base de la sociocratie pour permettre cette décision collective. Le cercle sociocratique comme espace de prise de décision, le consentement comme mode de prise de décision, on y reviendra éventuellement, le double lien entre les cercles interreliés et l'attribution des mandats par consentement, qu'on appelle aussi élection sociocratique, qu'on appelle aussi élection sans candidat. Et donc ces 4 règles, quand elles sont appliquées dans l'organisation, permettent à l'organisation de s'auto-organiser. Voilà, je crois que je suis à peu près dans les temps pour cette petite introduction. Merci beaucoup, Pierre. Alors, ça a été très dense et synthétique. Du coup, c'est le moment pour à vous tous de poser des questions si vous avez besoin de clarification. On va s'accorder quelques minutes pour ça. Bonjour. Bonjour, Assia. Je voulais juste revenir sur les 4 règles fondamentales, s'il était possible de les succinctement les expliquer. Pierre ? Oui, alors la première règle, le cercle comme espace de prise de décision, ça veut dire que on va distinguer en sociocratie la structure décisionnelle et la structure fonctionnelle d'exécution. On va créer une structure décisionnelle sur la structure fonctionnelle. Une équipe… Je pourrais prendre un exemple, par exemple, Pierre. C'est ce que j'allais faire là. Une équipe qui fait un travail, elle est organisée pour faire un travail,
et elle fonctionne, et elle a ses réunions de coordination pour tout ce qui est de son fonctionnement quotidien. Et en sociocratie, elle va aussi avoir un espace de réunion qui va s'appeler le cercle, à l'intérieur duquel elle va prendre des décisions collectives sur sa manière de travailler, sur les buts qu'elle se donne pour son travail, sur un certain nombre de décisions qui vont impacter durablement ce qu'elle fait et ce qu'elle vit. Voilà. Et donc, dans cet espace de prise de décision structurante, s'appelle le cercle. On va distinguer de la coordination habituelle de l'équipe. Et la composition de ce cercle peut varier, mais je ne veux pas rentrer trop dans les complexités, parce que sinon, vous allez vous perdre. Donc, un espace de décision pour des décisions structurantes. La deuxième règle, le consentement comme mode de prise de décision, c'est, Hindenburg dit, la recherche du consensus n'est pas pertinente, ça prend trop de temps, et en plus, c'est illusoire, le consensus, parce qu'on est tous différents, et donc on voit tous les choses de manière différente. Donc, essayer d'attendre que tout le monde voit la même chose, ça ne sert à rien. Et si tout le monde voit la même chose, c'est presque un signe d'aveuglement collectif. Donc, il a inversé la question. Je ne vais pas demander aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition que je vous fais, mais je vais leur demander, est-ce que vous avez une objection à la proposition que je vous fais, une objection pouvant être de deux ordres, c'est quelque chose qui est toujours argumenté, et l'argumentation peut porter sur le fait que la décision qu'on me propose de prendre est contre-productive par rapport à nos objectifs communs, ou bien la décision qu'on me propose de prendre aurait des conséquences que je ne suis pas en mesure d'assumer. Voilà. Dans ce cas, je formule une objection, et le groupe, mon cercle, va essayer de faire évoluer la proposition pour prendre en compte mon objection, et on ne prendra pas de décision tant qu'il y aura une objection. Voilà. La troisième règle, le double lien entre les… Pierre, juste pour te préciser qu'il y a quelques points qui vont être détaillés après. Donc, ainsi, te sens pas obligé d'aller trop dans le détail pour donner les grandes lignes des 4 règles sociocratiques. Ok, bon, le double lien entre les cercles interreliés, c'est que 2 cercles de niveau n et n-1 sont reliés par au moins 2 personnes. Et puis, l'attribution des mandats par consentement, c'est un processus qui permet d'attribuer des mandats, ce qui est très important sur ce principe, parce que on donne du pouvoir à des gens, mais c'est un pouvoir qui est défini et contrôlé, et ça se fait par un processus de décision par consentement. Voilà. Merci Pour les Pierre. 4 règles. On a la place pour une deuxième question, s'il y en a une. Alors, dans le chat, il y a Mathilde qui demande mandat par point d'interrogation. Donc, c'est par rapport, j'imagine, à ce que tu viens de dire. Peut-être Mathilde peut expliciter sa demande de clarification. Voilà, la 4e règle. Donc, il faudrait que tu précises ce que tu appelles par mandat. Un On pourrait mandat, appeler ça un rôle aussi. Un mandat, c'est un rôle, oui, c'est un rôle qui est donné, une responsabilité qui est confiée à quelqu'un par son équipe, par une équipe à laquelle il appartient, pour faire quelque chose. Et ce mandat, il est défini dans sa consistance et dans sa durée, et aussi, il donne à cette personne un domaine d'exercice d'un pouvoir de décision pour remplir son mandat. Il n'y a pas de responsabilité sans pouvoir d'agir. Voilà. Alors, je vois apparaître, je n'ai pas compris le mot mandat. Je vais reprendre la parole et proposer de clore cette partie question. Et j'ai bien noté qu'il y a d'autres qui arrivent, notamment la différence avec l'holacratie, la question du mandat qui a besoin d'être clarifiée aussi. Mais il se trouve que Radhija va parler des spécificités de la gouvernance associative, et il va y avoir encore pas mal de contenu. Donc, pour ce qui est de la différence notamment avec l'holacratie, on va plutôt y répondre à la fin, une fois que vous aurez plus d'informations sur ce qu'est la sociocratie.
Donc, du coup, Radija, à toi la parole pour les spécificités de la gouvernance associative. Merci. Donc moi, je vais effectivement repartir de quelque chose de concret et un objet dont vous êtes plutôt toutes et tous familiers, puisque vous avez toutes et tous dit que vous étiez membre d'une asso et que j'imagine si vous êtes à cette séance-là aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Donc, je vais faire comme Pierre, je vais repartir d'une définition. Donc, la loi 1901 définit le statut officiel de ce qu'est une association. Et une association, c'est une convention entre deux ou plusieurs personnes mettant en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que le partage des bénéfices. Donc, il y a effectivement la non-lucrativité ou l'absence de recherche de bénéfices qui est un principe fondamental de la loi 1901. Et le deuxième principe, c'est simplement le principe de liberté d'association. En gros, cette loi-là donne une ouverture très large, en fait, et beaucoup de possibilités. Et en général, les associés qui s'associent pour créer cette association sont mus par des valeurs très fortes, l'accès, l'égalité aux droits, la solidarité, et avec un but, et la notion de but est importante aussi quand on parle d'association, et de manière générale en sociocratie, c'est un sujet qui est important, avec un but, une mission qui est une transformation sociale vers plus d'équité, vers plus de solidarité, etc. Donc, pas de scoop jusqu'ici. Le cadre législatif a évolué, et notamment avec la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Et cette loi-là va apporter 4 principes supplémentaires et va compléter quelque part ce que la loi de 1901 venait déjà apporter. Donc, il y a effectivement poursuivre un but autre que le partage des bénéfices, ça demeure. Cette loi de 2014 pose le critère d'une gouvernance démocratique, et on y reviendra. Elle pose aussi le fait de consacrer majoritairement les bénéfices à l'activité elle-même et à la réalisation de la mission de la structure. Donc, on retrouve la notion de but et de mission, et de disposer de ressources impartageables. Alors ça, c'était la définition. Et dans la réalité, en fait, c'est quoi une association? Alors, je vais me reposer un peu sur à la fois mon vécu de membre associative bénévole. J'ai été aussi pendant une dizaine d'années salariée. J'ai fait carrière en fait dans les associations, donc j'en parle aussi de ce point de vue-là. Et grosso modo, la spécificité du secteur associatif par rapport au monde de l'entreprise, par exemple, c'est qu'on a une richesse et une diversité humaine importante, puisque l'association repose le plus souvent sur des bénévoles, des personnes qui ne sont pas rémunérées pour le travail qu'elles donnent. Certains les appellent des militants, d'autres des adhérents. Globalement, moi, je les englobe sous le vocable de bénévoles, et aussi de salariés. Et cette richesse d'avoir les deux composantes, bon, évidemment, il y a des associations qui fonctionnent uniquement avec des bénévoles, mais on a aussi souvent affaire à des associations qui se sont professionnalisées et qui ont aussi des salariés en leur sein. Donc, en théorie, cette diversité apporte beaucoup d'aspects positifs. Dans la réalité, on constate quand même des grosses difficultés à faire cohabiter et collaborer de manière constructive et apaisée les salariés d'un côté et les bénévoles de l'autre. Alors moi, j'ai des clivages, et là, je reprends les mots des associations que j'ai accompagnées. Il y a d'une part salariés bénévoles. Certains considèrent qu'il y a des techniciens et des politiques. Il y a les vieux et les jeunes, les membres historiques, les nouveaux venus. Et tous ces clichés et ces représentations viennent des fois se télescoper et figer des fonctionnements. Ça vient aussi questionner un autre enjeu qui est celui à la fois, enfin un double enjeu en réalité, celui de la compétence et de la disponibilité. Et je vais être caricaturale, mais dans beaucoup d'organisations aussi, on me remonte le fait que les salariés ont la compétence technique, ils sont plutôt jeunes, et les bénévoles ou les administrateurs, du coup, vont se retrouver avec moins de technicité et plus de disponibilité, alors même que leur responsabilité juridique et leur autorité est plus grande. Donc, on voit bien que la question de qui décide et comment on décide va se poser de manière cruciale
dans un fonctionnement tel qu'il est. Et ce qui apparaît en arrière-fond, c'est que finalement, l'enjeu, ça va pas être uniquement d'avoir des leviers pour faire travailler les gens, puisque évidemment, sur les bénévoles, il n'y a pas de lien de subordination, comme on peut avoir avec un salarié. Donc, la question, ça va être de trouver des leviers de motivation à la fois organisationnels et aussi individuels pour mettre tout ce collectif et toute cette diversité, et des fois des antagonismes même, au service du but de la mission en tant que telle. Et là, Pierre m'a soufflé une citation de Michel Crozier, qui est un sociologue, et qui, dès 1989, écrivait, donc je cite, « Le problème essentiel ne sera plus de diviser, répartir, coordonner, voire programmer les agents comme au temps de l'organisation scientifique du travail, mais de mobiliser les capacités individuelles et collectives existantes pour atteindre les buts et développer les capacités pour proposer d'autres buts. Pour gérer les réseaux nécessairement plus complexes, pour assurer la précision des ajustements entre professionnels et techniciens, donc on retrouve cette dualité dont je parlais, pour maintenir une capacité d'innovation suffisante, il faut créer de nouvelles formes d'organisation. Pour cela, non pas revenir aux principes, mais revenir sur les principes qui nous étaient devenus une seconde nature, c'est-à-dire les renverser. » Je la trouve très parlante. Et en fait, elle est à la fois démonstrative des nouveaux leviers qu'on doit inventer presque. Bon, on a de la chance, il y a des gens comme Edenbourg qui ont quand même réfléchi au sujet, qui l'ont expérimenté et on a de quoi s'appuyer dessus. Mais en tout cas, ça pose à voir les enjeux nouveaux. Un dernier enjeu sur lequel je voulais revenir et qui est très vrai pour le secteur de la solidarité internationale et des associations qui travaillent dans ce secteur-là, je connais moins les autres, c'est aussi l'enjeu de la professionnalisation et du fait que le monde associatif a beaucoup muté. Donc, il y a notamment l'accès au financement et le fonctionnement par projet qui a fait avancer à grande vitesse la professionnalisation des associations, qui n'est ni bien ni mal, hein. Enfin, on n'est pas en train de dire c'était mieux avant ou c'est mieux quand il n'y a que des bénévoles, hein. C'est pas l'enjeu. C'est simplement dire que ça s'est fait comme les gens ont pu. Et donc, il y a eu tout un tas d'exigences qui ont été faites, une gestion financière rigoureuse, les reporting, les procédures, donc qui ont apporté tout un lot de technicité finalement. Et en charriant cette technicité, on a des fois reproduit et amené d'autres pratiques du monde de l'entreprise, que ce soit dans les modes de management très descendants ou dans l'orientation, le fait d'être orienté résultat, efficacité, etc. Donc, ces mutations-là ne se sont pas faites sans secousse. Parfois, ça s'est fait même avec beaucoup de heurts. Et ça va des fois jusqu'à secouer l'identité d'une association. Et là encore, si j'en reviens à mon vécu d'accompagnante des associations là, sur les dernières années, je le vois bien qu'il y a des fois des enjeux même d'identité, de présentation et de comment est vécue l'association et comment les gens se la représentent. Si je parle à un bénévole, il va me la présenter d'une certaine manière, que ce soit sur son état actuel ou sur les aspirations qu'il a pour son asso. Et si je parle à un salarié, des fois, ça peut être diamétralement opposé. Donc, il y a un véritable enjeu à fédérer ce nous et à trouver un minimum commun à la fois pour le fonctionnement, mais aussi sur les orientations. Et c'est là qu'on touche à la fois, on revient à la question de la gouvernance et de comment on partage le pouvoir. Et en fait, ces mutations-là viennent aussi pointer d'autres choses qui sont les valeurs, qui sont aussi cruciales et centrales dans le monde associatif et qui animent beaucoup les personnes qui œuvrent. Et des fois, un décalage entre les valeurs affichées, prônées, et la manière dont elles sont vécues au quotidien, ce qui même peut donner lieu à beaucoup de souffrances. Le dernier élément sur lequel je voulais venir avant de rediscuter de ça avec vous, c'était aussi partager le fait que le monde associatif est traversé finalement par un nouveau paradigme qui touche aussi le monde du travail. Et on est, je crois, cette semaine dans la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, donc on est pile dans notre sujet. C'est dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste le faire qui compte, mais c'est comment on le fait aussi qui va compter.
Et pour le coup, là, je vais mettre des mots dessus. Moi, je me réjouis de cette mutation. Tout à l'heure, je disais, je n'ai pas d'avis sur la professionnalisation, je n'ai pas de jugement à émettre. Là, pour le coup, ce changement de paradigme me va bien puisque on remet l'humain au centre. Et l'enjeu, c'est que pendant des années, pour le monde associatif, la question, c'était comment on arrive à atteindre notre mission, comment on mène les activités prévues, comment on trouve des moyens pour le faire, comment on fait pour ne pas finir dans le rouge. Et on était porté par un enthousiasme collectif, une énergie collective, et ça suffisait. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les actions qui vont compter, c'est aussi comment on y arrive. Donc concrètement, ça veut dire comment on prend soin des relations interpersonnelles, comment on fait vivre les valeurs et les principes qu'on affiche, comment on gère nos désaccords, comment on gère nos divergences, qui parmi nous décide et comment on fait pour avoir une représentation de notre diversité autour de la table des décisions, évidemment. Comment on accueille de nouvelles personnes et comment on rend compte de cette diversité présente dans notre société. Donc, c'est toutes ces questions-là qui viennent aujourd'hui se télescoper, qui, pour nous, ont un lien avec la gouvernance. Et c'est là où on reboucle avec la loi de 2014 et Pierre y reviendra sûrement. C'est qu'aujourd'hui, cette loi de 2014 pose comme critère un fonctionnement démocratique, mais elle ne dit pas comment y arriver et du coup, elle laisse globalement les cadres associatifs, salariés ou bénévoles un peu démunis face à cette injonction-là, sans pouvoir pour autant savoir comment y répondre. J'espère que je n'ai pas explosé le chrono. Je m'arrête là. Tu es parfaitement dans les temps. Du coup, on a un peu de temps pour des questions. Alors, il y a eu beaucoup de contenu et donc, du coup, on va s'accorder 10 bonnes minutes de questions. S'il y en a qui veut prendre la parole, c'est maintenant. Ou poser des questions dans le chat. À votre aise. J'ai une question à poser à Radija. Dans les cercles sociocratiques, pour une association qui a des salariés, est-ce qu'il est pertinent d'associer un salarié en tant qu'expert avec les autres membres du cercle composés typiquement d'administrateurs ou de bénévoles, même si l'expert salarié n'est pas forcément l'animateur du cercle ou le secrétaire du cercle en tant que tel? Est-ce que d'après votre expérience, c'est quand même important d'associer les salariés à un ou plusieurs cercles à côté des administrateurs bénévoles ou des bénévoles d'activité? Alors oui, clairement oui. Pour moi, il y a un véritable enjeu à ce que ces personnes-là soient autour de la table, enfin dans ce cercle de décision. Je laisserai Pierre compléter si besoin, mais c'est exactement ça, en fait, l'illustration du double lien dont parlait Pierre tout à l'heure. C'est qu'il y a un cercle de décision et la sociocratie propose que ce cercle soit emboîté, qui communique, qu'il y ait des interrelations montantes et descendantes quelque part entre ces deux cercles, pour faire en sorte finalement que les personnes qui décident comprennent en leur sein celles à qui vont s'appliquer les décisions. Et c'est finalement aussi il y a une question éthique, mais il y a aussi une question d'efficacité. C'est que si les personnes qui sont en charge de mettre en œuvre, de déployer les décisions sont autour de la table, elles vont tout de suite pouvoir dire en quoi c'est possible ou en quoi ça ne l'est pas. Donc, ça fait gagner du temps, mais il y a aussi un enjeu d'autogouvernance, en fait, et de faire en sorte qu'elles puissent participer à la décision. Donc, oui, moi, je vais pas... pour laisser de la place aux autres questions, je m'arrêterai là, mais il y a un vrai sujet derrière ça. Et les faits montrent que quand il y a des salariés, y compris au niveau des conseils d'administration, des associations, ça facilite la prise de décision et la mise en œuvre des décisions. Par contre, pas forcément animateur du cercle en tant que tel, parce qu'après, il y a un enjeu quand même de monter en compétence des administrateurs bénévoles. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien que les administrateurs bénévoles restent animateurs et ou secrétaires. L'attribution des rôles d'animation ou d'autres rôles, là, pour le coup, elle a moins d'importance. C'est vraiment au cas par cas. Et puis, comme vous dites, il y a un enjeu de compétence, en fait, pour les personnes qui vont porter ces rôles-là. Merci beaucoup, Radija. Radija, dans le chat, il y avait
une question pour clarifier la différence entre le management et la gouvernance. Donc Pierre a redonné des définitions, on va dire, un petit peu techniques là-dessus, mais la personne dit que c'est pas flagrant. Et donc, est-ce que tu pourrais illustrer ça avec peut-être un exemple en situation, quoi? Alors, un exemple en situation. Sur la question de la gouvernance, pour moi, en fait, il y a l'enjeu, la gouvernance, pour moi, c'est la question de qui décide et comment on décide et qui on met autour de la table de la décision. Le management va, lui, s'occuper de gérer le quotidien, de gérer la manière dont on déploie les décisions qui sont prises. Donc, je ne sais pas, moi, si on va prendre un cas simple, l'association doit refaire un site Internet. Elle a un cercle communication qui, lui, va décider de la stratégie de communication, pas nécessairement, la stratégie de communication ou des axes qui vont avoir une importance cruciale. Et ensuite, elle va déléguer la mise en œuvre à la directrice ou au directeur de la communication qui, lui, va faire appel à un webmaster, à des gens de son équipe qui vont écrire les contenus, etc. La gouvernance va s'occuper de comment le cercle com va décider et jusqu'où il va décider. Le management, c'est la directrice ou le directeur communication qui va mettre en œuvre des actions pour accompagner son équipe à délivrer le résultat qui sera le site web. Est-ce que ça va comme ça? Je me permets juste de réagir parce que je me dis que du coup, ça, c'est très similaire à la gestion de projet. Et en fait, je me permets, je ne vais pas passer trop de temps non plus là-dessus, mais dans le monde de l'entreprise, même de l'économie sociale et solidaire, souvent on entend parler gouvernance, c'est conseil d'administration, et le reste, c'est du management. Oh, pas du tout. Et du coup, et en même temps, le management, ce n'est pas que de la gestion de projet. Ouais, la nuance que je ferais, mais peut-être que Pierre, si tu as envie de réagir, je te vois trépigner. La différence, c'est que ce n'est pas le conseil d'administration qui va décider pour le site web. C'est que c'est l'équipe de communication qui est impliquée dans la décision et que c'est les personnes qui vont être en charge de la déployer, qui vont être autour de la table de la décision. La nuance fondamentale, pour moi, elle est là, par rapport au fonctionnement en gestion de projet ou autre. Je ne sais pas, Pierre, si tu vas apporter un complément. Effectivement, à Radija, on n'a pas encore parlé de décentralisation de la décision. C'est quand même un aspect très important de la sociocratie. Ce que dit Claire est important parce que moi j'entends ça très souvent, l'assimilation de la gouvernance dans les associations au conseil d'administration. On utilise le mot gouvernance pour décrire le conseil d'administration. C'est une absurdité qui méconnaît la dimension structurelle des règles qu'on se donne. La gouvernance, elle pose des règles, elle pose un cadre à l'intérieur duquel une organisation peut fonctionner. Voilà. Et le manager ou les managers de l'organisation, ils fonctionnent à l'intérieur d'un cadre qui leur donne des droits, des devoirs, voilà. Et c'est ce cadre que la gouvernance constitue. Voilà. Et donc, ce n'est pas la structure qui décide la gouvernance, c'est la façon dont on prend les décisions, les règles qu'on se donne, le cadre à l'intérieur duquel on décide de travailler et d'évoluer. Claire, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Super. Thomas, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont à traiter? On a encore un peu de temps. S'il y a une ou deux questions qui viennent, c'est à vous la parole. Peut-être des réactions, enfin, peut-être. Oui, effectivement, oui, on n'est pas forcément dans du… Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça? Comment ça résonne par rapport à votre vécu? On peut pas redonner sinon à Pierre, je pense qu'il a de quoi compléter.
Alors, moi, je voudrais bien vous relancer, soit Radija, soit Pierre, l'un ou l'autre, sur effectivement, c'est un exemple concret dans lequel vous avez vous avez pu faire la différence entre ce qui fait gouvernance et ce qui fait management, de manière mais vraiment très concret, un truc, quelque chose tiré de de votre expérience, quelque chose d'ancré dans la réalité. Est-ce que vous avez une idée? Pour éclairer la question, pour éclairer un peu plus la question de la gouvernance et du management, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que je vois que c'est vraiment une question centrale. Il y a un continuum entre les deux dans beaucoup d'esprits. Ben, je prends, par exemple, l'exemple d'une association, d'accord, dans lequel j'interviens souvent dans des associations dans lesquelles tout est un peu flou. Hein. Le projet associatif n'est pas actualisé, d'accord, depuis longtemps. Il a été fait à un moment donné, puis on a un peu oublié de l'actualiser en cours de route. Les pouvoirs du conseil d'administration qui exerce la fonction employeur et qui est censé administrer l'association sont un peu flous. Ceux de l'Assemblée générale sont théoriques. L'Assemblée générale, c'est elle qui est l'organe souverain, mais en fait, dans la réalité, il n'y a pas grand monde qui vient à l'Assemblée générale. Et puis l'Assemblée générale, elle est courte, elle dure de 2-3 heures. Et puis le directeur, il a un pouvoir officiel de mise en œuvre sous la responsabilité du président ou de la présidente du projet associatif. Il participe au conseil d'administration avec une voix consultative. Voilà. Mais dans la réalité, en fait, comme c'est lui qui est le plus au courant des choses, bah, de fait, il a un pouvoir énorme parce que il n'y a que lui qui est en mesure de faire des propositions structurantes un peu pertinentes. Voilà. Donc, voilà, dans ce système classique, la gouvernance est floue. Les règles de prise de décision sont floues et les règles théoriques, en fait, n'ont qu'un très lointain rapport avec la réalité de ce qui se vit. Et ça crée tout un tas de difficultés. Donc, Khadija a bien parlé tout à l'heure, hein, avec un espèce de décalage entre cette volonté de faire contribuer des gens qui sont des bénévoles et des gens qui sont des salariés à la réalisation d'un projet commun, mais sans bien savoir quel est le rôle et la place de chacun. Et du coup, bah, dans ce cas assez classique, finalement, le management, c'est-à-dire le directeur, dans son rôle de manager, il doit suppléer par son travail et sa manière de travailler aux carences de la gouvernance. Voilà. Et donc, selon les tempéraments, on va avoir, je rencontre soit des directions qui sont toujours un peu à essayer de redonner du souffle à un conseil d'administration qui ne sait pas trop comment prendre sa place, ou à l'envers, inversement, des directions qui considèrent que ce conseil d'administration ne sert à rien, et puis voilà. Ou alors, des fois, et c'est très intéressant dans ces cas-là, du coup, des gens qui se disent, mais on a un problème de gouvernance, on a besoin d'expliciter nos règles de prise de décision. Et dans ces cas-là, la sociocratie fait des propositions très intéressantes pour articuler, par exemple, le rôle d'un conseil d'administration avec le rôle d'un système exécutif pilotés par des salariés, mais dans lesquels des bénévoles peuvent intervenir aussi et avoir aussi leur mot à dire dans l'organigramme décisionnel. Est-ce que ça est clair? Alors, moi, en tout cas, je te dirais que ce qui me
touche beaucoup dans la description que tu viens d'en faire, c'est le mot implicite. C'est un des enjeux forts des organisations, c'est de passer de l'implicite à l'explicite. Tout à fait. Est-ce qu'on a encore une minute pour ça, Marc, ou je voulais juste Mais rajouter oui, Oui, vas-y. en fait, il y a un cas qui me venait en tête, mais c'est loin d'être le seul, avec un conseil d'administration qui a fondé l'organisation, etc., une équipe salariée qui monte en compétences, en volume, ainsi de suite, et on en arrive à une situation où c'est dans la tête de tout le monde que tout le pouvoir est entre les mains de la direction, que le CA est là uniquement pour entériner et faire joli, que l'AG elle est là pour respecter les règles statutaires et être dans la légalité. Et voilà, c'est implicite, c'est écrit nulle part dans les textes. Ça crée beaucoup d'inconfort parce que les gens comprennent, ils ne sont pas bêtes en fait. Et en même temps, il n'y a aucune prise, aucun levier pour soit formaliser les choses, soit changer les choses. Et c'est en ça qu'un cercle de direction, un cercle qui formaliserait la prise de décision, qui évidemment impliquerait le directeur exécutif, puisque c'est lui qui a la manœuvre à longueur de journée, mais qui remet aussi à sa place les administrateurs, va pouvoir remettre de l'explicite, redonner la règle du jeu à tout le monde, et remettre aussi de l'équivalence et de la clarté entre ce qui est et de la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Et c'est souvent, on n'a pas beaucoup parlé de la qualité de vie au travail finalement, mais c'est aussi ces décalages-là, ces implicites-là qui créent de l'inconfort et même de la souffrance des fois, parce que le monde associatif n'est pas en reste par rapport aux questions de souffrance au travail. Merci. Eh bien, je vais clore cette deuxième séquence sur les spécificités de la gouvernance associative et on va passer à la dernière séquence sur la cohérence entre valeurs et fonctionnement. Et Pierre, du coup, je te donne la parole pour une dizaine de minutes. On a déjà un peu commencé à évoquer en fait cette question de cohérence en parlant de pouvoir, d'équivalence, de régulation. Moi, le constat que je fais depuis 2003, que j'accompagne des structures de l'économie sociale et solidaire et notamment des associations, c'est à quel point elles ont du mal à donner une forme concrète à cette gouvernance démocratique dont Khadija a parlé tout à l'heure et qui pourtant est au cœur de leur projet humaniste, parce que la plupart des associations que j'ai accompagnées, quel que soit leur champ d'action, qu'elles fassent dans la culture, dans l'économie sociale, dans l'éducation populaire, dans le social ou le médico-social, elles véhiculent toujours. Elles sont portées par un projet humaniste, une vision de la personne humaine positive, une envie de faire société en donnant de la responsabilité et du pouvoir à chacun. Et en même temps, elles ont été, comme Khadija l'a dit tout à l'heure, très influencées par toute une période où on a voulu leur vendre du management entrepreneurial. Et je me souviens, en 2016, j'ai accompagné une journée de séminaire de 2 chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui allaient fusionner. Et j'avais la remarque désabusée d'un responsable de mutuelle qui me disait, mais en fait, on a des grandes valeurs, mais nos modes de fonctionnement, nos modes de management ne sont pas du tout cohérents avec ces valeurs, quoi. On est très influencé par l'organisation scientifique du travail, du monde marchand, et finalement, nos discours managériaux sont les mêmes que ceux des entreprises et des grandes entreprises qui ne partagent pas du tout nos valeurs et qui sont orientés sur la recherche de l'argent, quoi. Et du coup, ce qui est extrêmement intéressant avec la sociocratie, je trouve, c'est que les fondamentaux de la sociocratie qui vont permettre de mettre de l'explicite là où il y a beaucoup d'implicite, comme tu viens de le dire, Marc, qui vont permettre de se distancier du pouvoir de l'argent. Et les associations, et plus largement les structures d'éducation de l'ESS, ne sont pas liées au pouvoir de l'argent. Et la sociocratie, elle aussi,
dit que pour une organisation ne doit pas être liée par le pouvoir de l'argent. Et les attentes de la sociocratie en termes d'explicitation collective, d'appropriation collective des objectifs, des modes de fonctionnement, des règles de décision sont tout à fait en phase avec ces valeurs humanistes du monde associatif. Et finalement, ça se retrouve dans le fait que la réflexion centrale de Hindenburg, ça a été de dire comment réguler le pouvoir au sein de mon entreprise, faire en sorte que chacun des membres de l'organisation ait le maximum de pouvoir d'agir sans que personne ne puisse prendre le pouvoir sur les autres. Et toute la méthode sociocratique de gouvernance, elle repose sur cette régulation du pouvoir qui se fait par une explicitation de plus en plus à continu, une explicitation continue de où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller, comment on décide, comment on prend nos décisions et comment on rend compte et on contrôle l'exercice du pouvoir d'agir de chacun en donnant des mandats qui définissent un domaine à une équipe ou à une personne pour faire des choses qui servent le projet collectif et qui en même temps sont contrôlées. Voilà. Et du coup, la sociocratie fait de la place, en fait, dans l'organisation, à l'expression de chacun, au pouvoir de chacun, ce qui est en phase avec ce que le monde associatif et le monde de l'économie sociale et solidaire plus largement recherchent. Et elle permet une appropriation de la vision et des objectifs de performance globale de l'organisation, parce qu'une association, elle doit atteindre ses buts comme n'importe quelle organisation. Et cette appropriation se fait par l'explicitation de la vision, des missions de chacun et des buts de chacun et de l'équipe et de l'organisation. Elle permet des processus performants pour prendre des décisions collectives avec les cercles de décision, et les décisions sont prises au niveau pertinent de l'organisation. C'est-à-dire, les décisions vont être prises par ceux qui vont être impactés par la décision prise, et pas par une structure au-dessus qui va décider pour tout le monde de ce qu'il faut faire partout. C'est le monde dans lequel on vit, le monde de l'organisation scientifique du travail, où on confie à quelques experts le soin de décider qui fait quoi, et voilà, ça nous amène à la bureaucratie, la technocratie qu'on connaît à tous les étages, mais qu'on retrouve aussi malheureusement dans beaucoup d'associations, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Et ben, la sociocratie propose un autrement avec son système de cercle de décision. Elle propose un mode de décision qui est authentiquement participatif et qui nous affranchit de la recherche comment dire, indéfinie et non pertinente du consensus, et ça commence à passer aussi même dans le monde de l'entreprise. Les gens se rendent compte que il n'y a pas juste l'alternance entre il y a un chef qui décide et tout le monde fait ce que le chef a dit, ou on recherche le consensus, ça prend des heures, on n'en finit jamais. Entre les deux, le consentement proposé par Hindenburg est extrêmement pertinent et il oblige chacun à garder conscience qu'il y a un bien commun, qu'il est au service d'un bien commun, donc faire la différence entre ses préférences, ses envies, et puis ce à quoi il peut donner son consentement, ce à quoi il peut consentir, parce qu'il reconnaît que ça va dans le bon sens, même si ce n'est pas ce qu'il aurait préféré. Voilà, donc c'est des processus de prise de décision performantes, et ça, concrètement, on fait l'expérience en l'utilisant dans les associations que ça permet d'aller vite à prendre des décisions qui parfois prendraient des heures, voire des jours, voire des semaines. Moi, dans beaucoup d'associations, on me dit, mais en fait, on n'arrive pas à décider, ou alors on décide des choses, mais ça ne s'applique jamais. Et ben, en sociocratie, on décide rapidement
Et une fois qu'on a décidé, comme chacun donnait son consentement et comme on sait qui est responsable de mettre en œuvre la décision, et bien les choses se font et ça s'applique. Hein. Voilà. Et puis la règle du double lien permet une structuration et une circulation de l'information entre les différents niveaux de l'organisation, et qui fait que les décisions prises sont pertinentes parce qu'elles englobent un point de vue large, hein, et que les gens qui vont être impactés par la décision sont pris en compte et qu'ils ont leur mot à dire. Voilà. Et puis l'élection socratique, elle favorise la prise le leadership en fait, et la montée en compétence dans les équipes de ceux qui ont des capacités de leadership qui sont reconnues par leur équipe et qui sont exprimées à l'intérieur d'un mandat, quoi. Voilà. Donc, la sociocratie, même pour des associations qui n'ont pas forcément comme objectif d'adopter toute la méthode sociocratique, d'implémenter toute la sociocratie, fournissent des outils et des éclairages qui sont extrêmement pertinents. Voilà. C'est la notion de conseil d'administration, définir le rôle des conseils d'administration. Quand je le fais dans les associations, en éclairant ça avec la proposition sociocratique de ce que Hindenburg appelle le cercle supérieur, qui a pour but de relier l'organisation à son environnement pertinent et de lui apporter les compétences dont elle a besoin pour prendre des décisions stratégiques éclairées, et ben d'un seul coup, ça donne aux associations « Ah, mais oui, c'est vrai, c'est ça qu'on attend et dont on a besoin pour cette administration. » Ce n'est pas d'avoir un outil de chambre d'enregistrement des décisions déjà prises par le directeur, ou bien un endroit où on va discuter pendant des heures de problèmes qui ne concernent pas, qui n'ont aucun caractère stratégique, mais comme il faut bien avoir l'air qu'on décide quelque chose, ben, on va discuter pendant 2 heures de la couleur des chaises de la salle de réunion, quoi. Et tout le monde s'ennuie. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter, laisser la place aux questions. Merci Pierre. Alors, dans le chat, on avait Laurence tout à l'heure qui faisait une remarque sur cette dichotomie entre les salariés et les bénévoles. Elle disait, je pense qu'un des enjeux ou points de tension importants se pose quand le management est justement incarné ou assuré par des bénévoles, donc sans une délégation réelle à des salariés, ce qui se retrouve notamment dans des petites structures où les fonctions de direction sont exercées par le conseil d'administration ou certains membres du conseil d'administration qui sont des bénévoles. Du coup, Pierre, est-ce que tu as quelque chose à faire sur ce genre de cas de figure? Oui. Les petites associations, finalement. Oui, les petites associations dans lesquelles il n'y a pas de salariés et du coup dans lesquelles les conseils d'administration jouent à la fois le rôle du comité de direction et du cercle supérieur, où tout est un peu mélangé et où du coup les prises de pouvoir ne sont pas régulées et elles ne sont souvent même pas explicites. Voilà. Et le président ou la présidente, c'est à la fois celui qui décide de tout et en même temps celui qui est le dernier à quitter la salle des fêtes parce qu'il a tout rangé, tout le matériel après la manifestation, quoi. Et ben, dans ces structures-là, la méthode sociocratique de gouvernance, elle est très pertinente. Actuellement, j'accompagne une association comme ça, voilà, et on est en travail de reformulation du projet associatif et de la gouvernance, et ça, la sociocratie permet de poser des questions pour sortir des flous de qui décide et qui doit décider, et sortir des flous de la confusion entre les décisions stratégiques qui orientent et puis ceux qui réalisent. Il y a des choses que je n'ai pas dites, mais il faudrait des heures. Mais la sociocratie insiste sur le fait que dans le cycle
d'une organisation, il y a des fonctions qui coexistent, il y a des fonctions d'orientation, on décide de ce qu'on veut, et puis après, les fonctions d'exécution, on y va, et puis après, il y a des fonctions de mesure. Hein, on vérifie qu'on est bien, qu'on est sur le bon chemin. Voilà. Dans beaucoup d'organisations, ces choses-là sont très confuses. Et notamment dans les associations comme décrites, là, dans lesquelles il n'y a que des bénévoles. Et du coup, la sociocratie permet de s'interroger comment ces différentes fonctions sont prises en compte par l'organisation, comment elles sont articulées et comment les décisions se prennent. Et du coup, ça amène à distinguer les rôles de chacun et à les formaliser dans le cadre d'un mandat. Et du coup, on n'est plus dans l'implicite, parce qu'il y a toute une dimension culturelle aussi à l'exercice du pouvoir. Nous autres Français, on a une conception du pouvoir qui est restée assez royaliste, même si on a coupé la tête à Louis XVI. J'ai un collègue suisse qui travaille en Suisse, en Belgique et en France, et qui fait de la sociocratie aussi, et qui dit, ben, quand je fais de la sociocratie en Suisse, les gens, la première réaction, c'est de me dire, oh bah, c'est un peu déjà ce qu'on fait. Quand je vais en Belgique, c'est un petit peu moins fluide quand même. C'est pas bon quand même. Et puis quand j'arrive en France, alors c'est très compliqué parce que je me heurte à la question. Oui, mais quand même, il faut un chef, quoi. Voilà. Et alors, ce qu'il y a de bien avec la sociocratie, c'est que la sociocratie n'a rien contre les chefs, mais par contre, elle encadre et elle régule le mandat qui est donné à ces chefs. Et du coup, quand on a bien compris, il n'y a plus d'incompréhension. Mais si ce n'est pas explicité, on est quand même on est très loin culturellement de la méthode sociocratique de gouvernance en France. Voilà. Alors, il y a une autre question dans le chat. Est-ce qu'on pourrait approfondir les freins à la mise en place d'une gouvernance efficace hors du flou? Ou alors l'explicite est-il la clé majeure? Ou alors, mais il vient d'en avoir, Pierre vient d'en donner une, je crois, qui est très importante, qui est la conception française très centralisée du pouvoir et cette grande difficulté à se dire qu'une organisation peut fonctionner sans chef. Donc, parce que, voilà, quels sont les freins, les résistances, parce que sur le papier, c'est un peu comme du bon sens, avec toute la vertu de l'évidence, le process de la sociocratie. Et en fait, il y a beaucoup d'endroits où ça coince. Et moi, j'aimerais bien travailler là-dessus parce que pour détricoter, pour aider les organisations à détricoter ces freins. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le chef, que le flou? Ben, peut-être, je ne veux pas souhaiter la parole. Khadija, tu veux peut-être parler Vas-y, je complète s'il y a un truc. Ouais. Dans les freins, il y a bon, ce que tu viens de rappeler, c'est clair que l'implicite et le fait de fonctionner dans l'implicite, c'est un vrai frein aussi. Et ça peut être un frein qui peut être utilisé consciemment par des gens que ça arrange, ou ça peut être aussi un frein qui est lié à notre, comment dire, notre paresse, allez, osons le mot, hein, ça prend un peu du temps d'expliciter les choses. Pourquoi on va s'embêter à expliciter tout ça? Tout le monde sait bien que. Oui, mais tout le monde sait bien, ça veut dire que tout le monde se fait sa petite idée dans son petit coin. Et quand on met tout le monde autour de la table et qu'on interroge, et qu'on donne à chacun la possibilité d'expliquer son point de vue, ben on se rend compte que tout le monde ne sait pas la même chose, quoi. Hein. Donc, l'implicite, c'est un vrai sujet. Notre rapport au pouvoir, c'est un vrai sujet. Et puis, après, dans les freins que je rencontre aussi, c'est beaucoup d'idéologie. Hein, sur ces questions de chef ou pas chef, il y a beaucoup d'idéologie. Il y a le rêve d'un monde dans lequel il n'y aurait plus de chef, un monde, une horizontalité complète et dans lequel tout le monde serait suffisamment à l'écoute et bienveillant et tout ce qu'on veut pour que tout fonctionne tout seul. Ça ne marche pas.
Et à l'inverse aussi, l'idéologie inverse, c'est partager le pouvoir, c'est pas possible, quoi. Les gens sont trop bêtes, on peut pas leur faire confiance. Et donc une vision complètement pessimiste de la personne humaine, qui est quand même la vision dans laquelle on fonctionne assez largement, qui fait que non, mais c'est pas possible d'imaginer que les gens soient assez malins pour prendre des décisions ensemble, quoi. Voilà. Donc il y a ces freins-là. Et puis, il y a aussi un autre frein qui est tout bête, mais c'est que souvent, les organisations sont tellement prises, et c'est particulièrement vrai dans le monde associatif, mais tellement prises par l'action qu'elles mènent, que prendre du temps pour s'interroger sur leur manière de fonctionner, ça ne leur paraît pas possible. Je vais vous donner un exemple caricatural, je crois le pire que j'ai vécu enfin, qui a plus de 20 ans d'accompagnement, une association dans laquelle, essentiellement animée par des bénévoles, dans lequel le conseil d'administration se plaint d'être épuisé, d'avoir trop de boulot. On fait tout un travail pour redéfinir le rôle du conseil d'administration, pour redéfinir les modalités de développement, de conduite de l'action, de développement de nouvelles actions, etc., etc. Bon, on décide qu'on ne démarrera plus de nouvelles actions si on n'a pas trouvé de nouveaux bénévoles pour prendre en charge les actions. Bon, on réunit tout un tas de gens pour leur présenter le nouveau projet. Et là, je découvre que, sans en avoir parlé, en parfaite contradiction avec tout ce qu'on avait fait depuis 6 mois, le conseil d'administration avait démarré 3 nouveaux projets. Alors, je leur ai dit, mais je ne comprends pas, c'est complètement contradictoire avec tout ce que vous m'avez, tout le travail qu'on a fait depuis 6 mois pour essayer de vous soulager. Et la réponse de ces braves gens, qui est adorable hein, par ailleurs, oui, mais c'est urgent, les gens en ont vraiment besoin. Voilà. Et ça, c'est typique du monde associatif, quoi, où on a une telle envie de répondre aux attentes du monde autour de nous que du coup, on en oublie qu'on a besoin de respecter aussi les besoins de l'organisation elle-même, quoi. Et donc, que dans notre travail collectif, il y a le travail qu'on fait pour les autres, mais il y a aussi le travail qu'on fait pour se mettre en mesure de prendre en compte nos propres besoins, de faire évoluer notre fonctionnement, notre gouvernance, voilà. Donc ça, je crois que c'est aussi un frein. Ok, merci beaucoup. C'est très éclairant. Merci Pierre. Marc, si je peux prendre la parole. Je te laisse la parole. Oui, Pierre m'a raconté un exemple d'une association où il avait accompagné la mise en place de la sociocratie. Le président avait accepté du bout des lèvres, et à la première réunion de cercle, quand un conflit qui était caché dans un placard a été mis sur la table, eh bien, le président en question a eu très peur, et c'en était terminé de la sociocratie dans cette association. Voilà, donc il faut aussi réapprendre, comment dire, à dépasser notre peur des conflits pour pouvoir en parler dans un cadre qui est clair, qui est apaisé, mais on ne peut pas les éviter sans fin, quoi. Et sinon, il y a des questions dans le chat. Ouais. Pour Pierre, est-ce que… J'ai peut-être… je te laisse… enfin, je te laisse avec les questions pour l'instant, parce que j'ai l'impression Oui. qu'il y a Claire qui avait envie de rebondir sur ce qui a été dit. Oui, oui, et notamment ce que tu as dit, Thomas. Et justement, une chose qui me restait en tête, c'est justement cette notion de peur. Comment la peur de perdre le pouvoir pour certains, ou la peur de donner des informations parce qu'il y aura une mauvaise utilisation, il peut y avoir des comparaisons.
cette peur qu'a évoqué Pierre tout à l'heure de se dire ils vont pas être capables d'en faire quelque chose de bien. Moi, j'ai Là, je tendance peux à peut-être te dire répondre, Claire. Et là, je répondrai plutôt avec mon profil communication non violente. ah oui, Euh, et, euh, et on est sur le champ de l'humain, quand on est sur le champ des peurs, on passe du collectif vers l'individu. On perd la notion du collectif. La notion des peurs, elle est là, elle est très utile parce qu'elle permet de dire au collectif, là, j'ai touché mes limites. J'ai touché mes limites. Je suis plus capable de gérer cette situation-là en restant dans ma zone de confort. Euh, cette peur, elle est hyper intéressante à explorer, mais en attendant, dans un collectif, c'est difficile de lui donner de la place, puisqu'on est dans l'opérationnel, on est dans un espace où les vulnérabilités de chacun peuvent être représentées, enfin, peuvent constituer un danger pour chacun. Enfin, si je montre mes faiblesses, hein, dans notre culture dominante, je risque d'être exclu du groupe. Donc, cette notion de vulnérabilité, elle touche un changement de paradigme qui lui, est nécessaire pour passer en sociocratie, de mon point de vue. En tout cas, la sociocratie n'est pas une solution à des gens qui ont des blocages psycho-émotionnels dans le groupe. Et elle est Mais, là, par contre, pour les réguler. Et elle les régule avec une plus grande performance que les systèmes pyramidaux classiques. Pierre? je suis d'accord avec toi, mais la sociocratie prend les gens comme ils sont, y compris avec leur blocage émotionnel et machin et bidules. Ce qui n'est pas, c'est une des grandes différences avec l'holacratie, hein, qui ne prend en compte la personne que dans son rôle, puisque la question a été posée au début, que dans son rôle par rapport à l'organisation. Hein, voilà. Donc, je prolonge là-dessus. Oui, c'est Et ça. Ça rejoint la question de l'objection. Tu vois, quand il y a une peur, Mm. j'objecte. C'est ça que te permet la sociocratie. C'est le lien que tu peux faire entre l'individu et le collectif. C'est non, ça c'est hors de mon champ d'acceptabilité. Euh, la nuance que j'ajouterais, c'est que l'objection en sociocratie, elle est là au service du collectif. Et il y a des moments, il y a des objections qui sont là pour se protéger soi. Donc, Oui, mais on va la prendre en compte et la travailler, même si au final, elle n'est pas, elle s'avère ne pas être une objection véritable, parce qu'une peur n'est pas une objection, mais on va quand même partir du principe que c'en est une et on va essayer de travailler dessus. On ne va pas l'évacuer d'un revers de main, quoi, en sociocratie. je ne peux pas monopoliser la parole, mais là, il y a un point que je trouve qui est dans ma pratique à moi qui est tellement important. Je crois qu'il y avait d'autres Oui, demandes. je vais demander un petit peu la Eric. parole. ouais. Pour rebondir effectivement sur ce que vous Alors, attends, disiez. je voudrais juste, je t'interromps juste un instant parce que je ne veux pas laisser Claire sur sa fin. D'accord. Est-ce que Claire, est-ce que tu as besoin de traiter ce point supplémentaire maintenant ou est-ce que tu saurais attendre que on ait répondu à une ou deux questions pour clarifier ce qui est important pour toi et en parler je sais pas, si on a un petit peu de rab après? Oui, pas de souci. Merci Claire. Super. Merci. Éric, à toi. Oui, c'est juste en fait puisqu'on parle de cohérence entre valeurs et fonctionnement, pour appliquer un fonctionnement sociocratique, il me semble que peut-être avoir une charte de fonctionnement qui déclinerait la sociocratie appliquée à l'organisation, ça semble absolument nécessaire. Et puis autant adopter cette charte de fonctionnement selon les règles de la décision par consentement, c'est-à-dire ce qui peut permettre de gérer les peurs justement par rapport aux problèmes de prise de pouvoir par certains et de rassurer les participants à ce fonctionnement sociocratique. C'était un petit peu le sens de la question que, du coup, est-ce qu'en termes de cohérence, c'est pas important d'appliquer les règles de fonctionnement sociocratique, y compris en adressant cette question des peurs possibles, quoi. C'était juste pour. Merci. Voilà. Merci, Eric. Et du coup, il y a Thomas, des questions dans le chat?
Eh bien, il y avait cette question-là, en tout cas. Donc, Pierre, peut-être tu peux… Non, mais je suis absolument d'accord avec ce que Eric vient de dire, hein. Moi, ça fait partie des choses que je fais systématiquement quand on travaille sur la gouvernance d'une association, qu'elle veuille ou pas d'ailleurs, hein, aller jusqu'à la sociocratie, c'est pas grave. De toute façon, la première chose, enfin, ce à quoi j'essaie d'aboutir avec l'association, c'est une charte de gouvernance, hein, d'avoir écrire un document dans lequel on explicite les missions, les fonctions, les besoins et les pouvoirs de chaque instance de direction, quoi. Qu'est-ce qui se décide et au niveau de l'Assemblée générale, qu'est-ce qui se décide au sein du conseil d'administration, qu'est-ce qui se décide au sein du bureau, qu'est-ce qui se décide au sein de la direction, s'il y en a une, voilà, qu'est-ce qui se décide dans les commissions, s'il y en a, et comment ces choses-là sont reliées, s'articulent avec ou sans sociocratie, selon que l'association veut ou pas. Mais de toute façon, l'expérience, moi, de la sociocratie m'amène à expliciter et formaliser tout ce qui est de l'ordre de la prise de décision et des interactions entre les différentes instances de prise de décision. Donc, je suis à fond d'accord avec ce que vient de dire Eric. D'accord, merci. Alors, il y avait pour Radija une question dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as vue déjà, ou je vais la lire comme ça tout le monde l'entend. Avez-vous des ressources sur la question de la diversité des parties prenantes des structures? Vous parliez de dualité jeune-ancien. Je pense aussi à l'égalité homme-femme, l'inclusion des personnes porteuses de handicap, la diversité socio-professionnelle. Merci. Alors, je n'ai pas de ressources là tout de suite qui me viennent en tête, mais pour moi, c'est un vrai enjeu et c'est aussi pour ça que j'aime autant la sociocratie, c'est qu'elle porte et elle apporte des solutions à cette question de l'inclusion. Il y a l'inclusion enfin, intergénérationnelle, sociale, ethnique, de genre, enfin voilà. En tout cas, moi je m'inscris dans une approche intersectionnelle et du coup toutes ces questions-là sont très reliées. Moi, j'ai pas de ressources particulières, mais ce qui me vient là est c'est la manière dont la sociocratie pose l'équivalence. C'est quel que soit qui on est, nos facettes, nos identités plurielles et multiples, eh ben, on est en équivalence dans un cercle donné. Si on a enfin, voilà. Dès lors qu'on y est, on est en équivalence avec le PDG, celui qui a fondé l'organisation, celui qui est là depuis 2 semaines, et le stagiaire. Si à un moment donné, on a décidé que le stagiaire devait être membre de ce cercle, eh ben, il y a équivalence avec nous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement toute la manière dont on prend les décisions, qui évidemment est fondée sur cette équivalence, fait que toute objection de quelques personnes qui est dans ce cercle-là va être entendue et reçue de la même manière. Et dans la manière dont on attribue les mandats, moi, ça a été révolutionnaire pour moi, en fait, de découvrir ça. C'est vraiment… ça permet vraiment de sortir du truc de « Ah, mais le secrétaire, traditionnellement, c'est forcément une telle. Le trésorier, c'est sûr, c'est l'autre. » Et ben l'élection sans candidat, ça fait des surprises. Ça fait des surprises parce qu'on part tous sur la même ligne de départ. Voilà, j'ai le droit d'être candidate, Pierre a le droit, et puis Marc vient sans personne en tête, et puis je sais pas, peut-être il va désigner Assia ou Claire, mais en tout cas, on est tous sur la ligne de départ, et c'est vrai, quoi. C'est pas juste, c'est pas pour de faux, comme on disait dans l'implicite. Et le fait qu'on remette de l'explicite à la fois sur quel est le mandat qu'on va attribuer, ça va être quoi la mission de la personne qu'on va désigner. Disons que nous, on va désigner un référent X, là, entre nous 10, nous 15. Quel est le rôle de ce référent? Pourquoi on le désigne? Ça va être quoi sa mission? Ensuite, on va se dire quels sont les critères qu'on estime, et les compétences qu'on estime être nécessaires pour pouvoir le faire. Et ensuite, on a tous à équivalence une capacité d'influence des autres membres du cercle qui fait qui se matérialise par le fait qu'on va élire les gens sans bulletin secret. Et ça, tout à l'heure, Claire, tu disais les résistances. Moi, là-dessus, j'ai eu des résistances. Pour certaines associations, c'est violent de le faire à bulletin non secret.
Donc là, c'est clair, je vais prendre une position avec la détermination claire d'influencer Pascal, Laurence, Philippe, Fanny, etc. Fanny va faire la même chose, Philippe va faire la même chose, Marc va faire la même chose. Et on laisse matériellement la capacité d'influencer les autres en refaisant un deuxième tour en disant, maintenant que j'ai écouté tout le monde, eh ben, en fait, j'ai plus envie de voter pour Pierre, je vais voter pour Marc. Et moi, je trouve ce processus, il est très technique, mais en vrai, il a vraiment une portée assez révolutionnaire, j'allais dire. Et en termes d'inclusion, ça donne des résultats très puissants. J'ai pas plus de références, c'est Fanny, je crois, qui posait la question. J'ai pas plus de références, Fanny, mais j'aurais une invitation à expérimenter ça. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question ou pas. Non, pas de réaction. Je crois qu'on arrive vers la fin. Effectivement, on arrive sur la fin et je vais proposer le déroulé suivant. On va vous proposer un petit sondage pour terminer. Et puis, il y aura quelques minutes off après, et notamment pour toi, Claire, si tu veux continuer à poser quelques questions. Ok, alors je peux lancer le sondage et puis il faut qu'on passe à faire la photo avec celles et ceux qui sont d'accord. Oui, merci. Oui. Eh bien, si vous voulez bien, après le sondage, remettez vos vidéos pour qu'on puisse prendre nos trombines en capture. Et là, dans le questionnaire, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Hein, elles ne s'excluent pas. Thomas, je te laisse nous dire quand c'est bon. Ouais, ok. Ok, pour la photo. Très bien. Alors, je ne sais pas si toutes celles et tous ceux qui voulaient répondre l'ont fait. Je dis juste un mot peut-être sur le sondage Ouais, vas-y, ouais, parce que là, ça ne bouge plus. On est à D'accord. 7 personnes. Ok, donc près de la moitié qui est contente d'avoir découvert les outils. 2 tiers et plus même impatients de creuser les sujets, on en est ravis. Et quand même 14% un peu noyés par la masse d'infos. On a essayé de faire simple et didactique, mais voilà. Voilà, il faut revenir. Il faut revenir, il faut vous inscrire à la newsletter, il faut nous suivre sur LinkedIn et on partage autant qu'on peut toutes ces ressources et on aura plaisir à répondre à vos différentes questions. En tout cas, on aura reçu un truc, c'est à échanger des idées et à faire avancer, enfin, à faire réfléchir les gens. Et c'est pour ça qu'on est là. Je crois qu'il y a un deuxième webinaire qui est prévu sur le thème. Hein. Oui, on avait tout de suite compris qu'on n'aurait pas le temps de tout dire aujourd'hui. Donc, probablement plus octobre que septembre, mais à la rentrée, on proposera un webinaire pour aller un peu plus loin et qui s'inscrira dans la continuité de ce qu'on a déjà travaillé aujourd'hui. Voilà. Voilà, je prends la photo pour ceux qui veulent être sur le photo bien finish. mettre leur caméra en route. Voilà. Plaisir. Eh bien, merci à tous. Photo. Attends, il y a des caméras qui s'allument, je crois, encore. Ah ouais, d'accord. Une autre. Alors, j'en fais une autre. Toc, c'est parti. Merci. Merci beaucoup. Et on vous souhaite Pardon, il y a juste quelqu'un qui demandait le lien du webinaire. Alors, je ne sais pas si c'est le replay d'aujourd'hui, il sera sur la chaîne YouTube du Centre français de sociocratie. Et le lien du webinaire, il n'est pas encore, on n'a calé ni la date ni rien. Donc, il faut continuer à nous suivre. Par le même canal que vous avez eu l'info d'aujourd'hui, vous l'aurez, pour faire simple. Merci à vous toutes, à vous tous de votre participation. Bon après-midi. Eric a levé la main. Ah oui. Ah, Eric, tu as levé la main. Il y a ton micro qui est coupé, mais je crois comprendre que tu nous dis au revoir. Ok. J'arrête l'enregistrement. Ouais, c'est ça.